Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui a fait pas mal parler de lui, Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Un ouvrage où l'auteur, fort de sa propre expérience, nous partage ce qu'il considère comme les leçons clés de la vie à deux. Il part d'un constat assez frappant. Beaucoup de divorces en Occident, alors même que la plupart des gens se marient par amour. Pour lui, ça pointe un manque de préparation, et ça nous amène tout naturellement à la question qui va nous occuper. Est-ce que la réussite d'un mariage dépend d'abord d'une préparation soignée, de connaissances acquises avant de dire oui, ou est-ce que c'est plutôt la capacité des partenaires à s'adapter, à apprendre ensemble, au jour le jour, qui fait la différence? Pour ma part, je vais défendre l'idée que la préparation avant le mariage, c'est vraiment le socle indispensable. Et moi, je prendrais le contre-pied. Je pense que oui, la préparation a sa valeur, bien sûr, mais qu'elle ne peut pas remplacer cette capacité à s'ajuster, à apprendre l'un de l'autre une fois qu'on est dedans, dans la relation. C'est cette souplesse face aux aléas, cette volonté de grandir ensemble qui, pour moi, est le vrai ciment d'un couple sur la durée. Alors ma position, elle s'appuie vraiment sur l'avertissement central de Chapman, être amoureux, ça ne suffit pas. C'est une phrase forte, je trouve. Cette phase initiale, bon, l'euphorie, c'est super, mais c'est connu, ça ne dure qu'un temps, et c'est pas là-dessus qu'on bâtit sur le long terme. D'ailleurs, l'auteur l'admet lui-même, il est passé par une grosse désillusion parce qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. Son analogie est parlante. On ne se lance pas dans une carrière complexe, une entreprise sans formation. Pourquoi est-ce qu'on aborderait le mariage, qui est quand même l'engagement le plus intime, le plus structurant peut-être, avec moins de sérieux? Savoir par exemple qu'il y a deux phases dans l'amour, l'euphorie, et puis un amour plus volontaire, on va dire ça, permet d'anticiper la transition, qui est inévitable, et de mieux la gérer. Pareil pour l'influence des modèles familiaux. Chapman utilise des expressions comme telle mère, telle fille. Bon, c'est un peu cliché peut-être, mais l'idée c'est de comprendre d'où vient l'autre. Identifier aussi les tempéraments différents avant de s'engager, ça donne des clés pour comprendre les dynamiques, les futures zones de friction possibles, apprendre des méthodes pour gérer les désaccords, savoir s'excuser, vraiment s'excuser, comprendre le pardon comme une décision, et même aborder les choses très pratiques. La répartition des tâches, le budget. Chapman propose même sa règle du 10-10-80. Tout ça, pour moi, c'est une préparation qui est juste essentielle. Sans ces fondations, le couple risque de tanguer sérieusement dès les premières difficultés. D'éviter les problèmes. Qui ne le voudrait pas, hein? Mais est-ce qu'on ne risque pas, avec cette approche, de sous-estimer le côté vivant, imprévisible du mariage? On ne peut pas tout mettre en équation. Et peut-être même que vouloir tout contrôler avant, ça peut créer une forme de rigidité, non? Moi, ma conviction, c'est que la vraie compétence, c'est moins d'avoir accumulé un savoir théorique avant que de développer la capacité à naviguer ensemble, au jour le jour, dans une réalité qui change tout le temps. D'ailleurs, le parcours de Chapman lui-même, il le montre bien, non? Il reconnaît que toutes ces leçons, il les a apprises sur le tas, après son mariage, à travers ses propres galères. Et pourtant, son mariage a tenu. Pas grâce à une préparation parfaite au départ, mais bien parce qu'ils ont persévéré, communiqué, appris au cœur même de leur vie de couple. Prenez le passage de l'euphorie à l'amour conscient. C'est quelque chose qui se vit forcément après s'être dit oui et ça demande un effort actif. Comme apprendre le langage d'amour de l'autre, ça ne s'apprend vraiment qu'en étant attentif au quotidien. Chapman dit aussi que oui, les modèles parentaux jouent, mais que le changement est possible. Et souvent, ce qui déclenche ce changement, ce sont justement les difficultés qu'on rencontre dans le mariage. La résolution des conflits, le pardon, cette décision dont il parle, ce sont des muscles qu'on développe dans l'arène, pas juste en lisant un manuel. Et puis, les plans initiaux pour les tâches ou l'argent, soyons honnêtes, ils sont souvent bousculés par la vie. Donc, c'est la flexibilité, la capacité à renégocier ensemble qui devient cruciale. La préparation, ça donne peut-être la carte, mais c'est l'adaptabilité qui permet de suivre le chemin réel, avec ses bosses et ses virages. Justement, si on revient sur cette phase amoureuse du début, Chapman nous met en garde, et je suis d'accord avec lui, sur le risque de fonder toutes ses attentes là-dessus. Il dit bien que c'est temporaire, 2 ans en moyenne d'après lui, et que c'est fondamentalement insuffisant pour un engagement à vie. Comprendre ça avant, ça me paraît essentiel pour éviter la chute, parfois brutale, quand l'intensité retombe et que les différences ressortent plus crûment. C'est une forme de préparation mentale qui protège de la désillusion, et cette désillusion, selon lui, c'est une cause majeure de rupture rapide.
Savoir que ce n'est qu'une première étape, ça prépare à l'effort conscient qu'il faudra fournir pour la suite, pour cet amour intentionnel. L'avertissement est juste, je ne dis pas le contraire. Mais la durée même de cette phase, 2 ans en moyenne, ça veut dire que pour la majorité des couples, le moment où l'intensité baisse, où il faut passer à autre chose, ça arrive inévitablement une fois qu'on est marié. On ne peut pas se préparer à la fin de l'euphorie au point de ne rien ressentir, de ne pas trouver ça difficile. Donc, le vrai défi, c'est pas juste de savoir dans sa tête que ça va finir, c'est plutôt d'apprendre à deux à gérer cette transition, qui est souvent déstabilisante. Il faut développer activement cette deuxième étape de l'amour, celle qui repose plus sur la volonté, sur des actes concrets comme parler le langage de l'autre, pour reprendre Chapman. Et ça, est-ce que ce n'est pas une compétence qui s'acquiert et se perfectionne principalement dans la relation au quotidien, bien plus que dans un séminaire avant le mariage? C'est un point intéressant sur la pratique de la transition, oui. Mais quid des influences plus ancrées, comme les modèles parentaux ou les tempéraments? Chapman insiste beaucoup là-dessus. Il faut ouvrir les yeux sur ces aspects avant de s'engager pour la vie. Regardez comment les parents de son futur conjoint interagissent, comment elles gèrent leurs conflits, s'il y a des schémas dysfonctionnels. Ça donne des indices précieux sur ce que notre partenaire pourrait reproduire, même sans le vouloir. Et puis, identifier les grosses différences de tempérament. L'un est extraverti, l'autre non. L'un est super ordonné, l'autre pas du tout. L'un du matin, l'autre du soir. Ça permet quand même d'évaluer une certaine compatibilité de fond et d'anticiper des sources de friction récurrentes. N'est-ce pas là une forme de diligence raisonnable, une évaluation essentielle pour ne pas se retrouver dans une situation fondamentalement pénible? L'utilité de cette prise de conscience, oui, elle est indéniable. Mieux vaut savoir où on met les pieds, mais attention à ne pas tomber dans une sorte de déterminisme. Vous ne croyez pas aux Russes? Chapman lui-même, il le dit bien. Même s'il y a ces influences, le changement est possible. Il écrit que si on prend conscience de cet héritage et qu'on a la volonté d'apprendre, de changer, on peut briser les cycles négatifs. Mais justement, cette prise de conscience, cette motivation à changer, est-ce qu'elle ne naissent pas souvent grâce aux difficultés qu'on rencontre dans le mariage? C'est souvent la confrontation à l'autre, aux petites frictions du quotidien, qui nous force à regarder nos propres bagages et à décider d'en faire quelque chose. Pour les tempéraments, c'est bien de les connaître, mais l'enjeu, c'est pas tant de faire une évaluation de compatibilité figée avant, mais plutôt de développer une adaptation dynamique, continue, ensemble. Souplesse, une créativité qui vont bien au-delà de juste savoir avant qu'on est différent. C'est un ajustement constant qui se fait dans la relation. Mais cet ajustement constant, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus simple si on a déjà, disons, quelques outils dans sa boîte pour gérer les désaccords qui vont forcément arriver? Je pense au chapitre sur la résolution des conflits, le pardon. Chapman donne des pistes concrètes. Comprendre qu'il y a plusieurs issues possibles à un conflit, il en liste 4. L'un cède, l'autre cède, le compromis, où on accepte de ne pas être d'accord pour l'instant, ou apprendre à s'excuser de manière efficace en comprenant peut-être même le langage d'excuse de l'autre. Il insiste aussi sur le pardon comme une décision, pas juste un sentiment. Acquérir ces idées, ces techniques avant que les conflits ne s'enveniment et ne créent du ressentiment, est-ce que ça ne donne pas une base plus saine? N'est-ce pas mieux d'avoir une trousse de premier secours relationnel avant que la blessure ne s'infecte? L'image de la trousse de secours est parlante, mais est-ce que le contenu théorique est vraiment efficace face à une blessure, une vraie blessure émotionnelle? La résolution de conflits et encore plus le pardon, ce sont des choses qui se testent et se construisent vraiment dans l'épreuve. Chapman lui-même raconte ses difficultés au début pour gérer les disputes avec sa femme. Il a appris, comme beaucoup, par l'expérience, parfois dans la douleur. Savoir intellectuellement qu'il y a 5 façons de s'excuser, c'est une chose. Réussir à le faire sincèrement, humblement et de la manière qui va vraiment toucher l'autre, surtout quand on est soi-même blessé ou en colère, c'en est une autre. Ça demande une pratique, une maturité qu'on acquiert souvent après plusieurs essais ratés. Pareil pour le pardon comme décision. C'est une décision souvent très difficile à prendre et à maintenir quand on souffre encore d'une trahison. Et que dire de la confiance brisée après une infidélité, par exemple? Chapman le dit clairement, le pardon n'efface pas tout et ne ramène pas la confiance comme par magie. La reconstruire, c'est un long chemin qui demande des preuves de changement, de transparence de la part de celui qui a fauté. C'est un travail qui se fait forcément après coup et qui va bien au-delà de juste connaître la théorie du pardon. L'adaptabilité, là, c'est la capacité à s'engager sur ce chemin difficile ensemble. Un dernier point peut-être, les aspects très concrets, les tâches ménagères, l'argent. Chapman insiste énormément là-dessus. Il faut en parler ouvertement, en détail, avant le mariage. Qui sort les poubelles? Qui gère les factures? Comment on organise le budget?
Il propose même son plan 10-10-80, 10% épargne, 10% dons, 80% dépenses. Mettre carte sur table là-dessus, en tenant compte des attentes de chacun, de son histoire familiale, ça semble quand même être une approche pragmatique pour éviter des sources de conflits hyper fréquentes et usantes dans un couple. N'est-ce pas une précaution élémentaire pour éviter des disputes sans fin sur qui fait quoi? Pragmatique en théorie, oui, mais la vie, elle a cette fâcheuse tendance à rendre les plans initiaux caducs, non? Une perte d'emploi, l'arrivée d'un bébé, une maladie, un déménagement, un changement de projet professionnel, tous ces événements, qui sont quand même courants dans une vie, ils peuvent faire exploser les accords les mieux ficelés. Chapman lui-même raconte comment leur premier plan financier a dû changer parce que sa femme ne supportait plus son travail qui la faisait se lever trop tôt. Alors, la vraie compétence, est-ce que ce n'est pas moins la perfection du plan de départ que la capacité du couple à communiquer, à renégocier, à s'ajuster ensemble face à ces changements? Discuter avant, c'est utile pour savoir d'où on part, je suis d'accord. Mais c'est la flexibilité, l'aptitude à revoir la copie, à trouver de nouveaux équilibres pour les tâches ou le budget tout au long du mariage qui me paraît vraiment décisive. À quoi ça sert un plan gravé dans le marbre si le sol bouge sous nos pieds? N'est-ce pas la capacité d'adaptation continue qui fait tenir la route? Pour résumer ma position, je reste persuadé que la préparation avant le mariage, telle que Chapman l'a décrit, elle apporte vraiment des fondations solides. Comprendre les mécanismes psychologiques, repérer les zones de friction potentielles, acquérir des outils de communication, de gestion des conflits et discuter franchement des aspects pratiques et financiers avant de s'engager, tout ça, ça permet d'entrer dans le mariage avec plus de réalisme et moins d'illusions. C'est un investissement en lucidité qui, je pense, augmente vraiment les chances de construire quelque chose de durable en évitant des pièges assez classiques et prévisibles. Et pour conclure de mon côté, tout en reconnaissant qu'une certaine préparation aide à clarifier les attentes, je maintiens que le cœur d'un mariage réussi, c'est cette capacité dynamique, continue du couple à s'adapter, à apprendre l'un de l'autre et de la vie, à communiquer quand ça coince, à pardonner, à se réinventer ensemble. La préparation, c'est peut-être la rampe de lancement, mais c'est la volonté constante d'ajuster le tir, de réparer ce qui casse, de naviguer dans l'imprévu au sein de la relation, qui est le vrai moteur sur le long terme. C'est un processus vivant, pas un état qu'on atteint une bonne fois pour toutes avant le oui. Il est bien possible, en effet, que ces deux visions ne s'opposent pas tant que ça, mais qu'elles soient plutôt complémentaires. La préparation fournirait la carte et la boussole, et l'adaptation serait l'art du navigateur, pour maintenir le cap malgré les vents et les courants. Tout à fait. La richesse et la complexité de l'aventure conjugale montrent bien qu'il n'y a sans doute pas une seule réponse. Le livre de Chapman, qu'on le lise avant de se lancer ou bien des années plus tard, offre en tout cas de quoi nourrir la réflexion et outiller les couples dans cette entreprise humaine exigeante. Et il y a encore bien d'autres aspects dans son livre qui mériteraient d'être discutés.